Radio Mali, il est 7 heures. Le journal. Nya Aliou Traoré. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de la Radio Nationale. Au sommaire de cette édition, continuité dans la dynamique des recommandations des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. On pourrait la qualifier ainsi la feuille de route du nouveau gouvernement conduit par le général de division Abdoulaye Maïga, une orientation fixée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'était lors du premier conseil des ministres de la toute nouvelle équipe dirigeante. Sira Bachili était à Koulouba, elle nous fera le point. Et tout juste après le conseil des ministres, le chef du gouvernement s'est adressé à ses compatriotes. On écoutera ses toutes premières réactions. Le général de division Abdoulaye Maïga se dit prêt à amener à bon port notre pays, mais avec l'accompagnement de tous les Maliens. Nous allons partir au Burkina Faso où on parle d'harmonisation des actions menées par les partenaires techniques et financiers œuvrant dans les zones frontalières du pays. La concertation se tient sur initiative du ministère burkinabé de l'administration territoriale. Le compte-rendu de Awa Ouedraogo dans ce journal. En fin d'édition, Garibou Pérou revient pour nous sur cette décision de la Cour pénale internationale CPI, longtemps attendue. Il s'agit de la condamnation de Alassane, ancien membre de la police islamique à Tombouctou. La Cour le condamne à 10 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et bien sûr, on ne va pas se quitter sans parler de sport. Ça sera avec Isaac Chenou qui nous enseignera aujourd'hui le beach handball, qui est un sport collectif dérivé du handball en salle. Merci de nous écouter. Un mot du temps pour commencer ce journal. Sur Bamako, le temps sera ensoleillé avec 33 degrés Celsius. Koutiala et Kouri, 32 degrés. Puis à Nara, il fera 34 degrés. Tenu ce mercredi 27 novembre du premier conseil des ministres avec le nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga, un seul point à l'ordre du jour, les orientations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour la bonne conduite de l'action publique. À la nouvelle équipe de 28 membres, le président Goïta a adressé ses félicitations et rappelé que les recommandations des Assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien constituent la boussole de l'action gouvernementale. Des orientations fondamentales dans un contexte de réforme engagée, nous dit Sira Bachili. La continuité dans l'action de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale au pas des urgences, pas de temps à perdre, le peuple attend et il faut répondre avec efficacité. L'équipe Abdoulaye Maïga vient à l'écoute du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Un premier conseil des ministres pour clarifier la vision de la transition pour le Mali, un rappel pour les habitués et une information de taille pour les tout nouveaux. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la recondation et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et en fait l'objet des recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple Mali, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en apportant une attention particulière à un certain nombre de questions
ils sont déterminants. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes pour bien impliqués. Et le président Goïta a d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et associés et travailler avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. L'apaisement du climat social permettra toutes ces réalisations puisque contribuant à la stabilité du pays, une conviction du président de la transition. Pour la diplomatie, les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique. Le chef de l'État tient au raffermissement des liens de coopération avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Mali et à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires respectifs de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de lier son destin à celui des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année d'existence. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. La feuille de route gouvernementale ainsi détaillée sera concrétisée à travers un programme d'exécution avec des objectifs précis. Un plan d'action global sera élaboré. Pour la démarche, le président Goïta mise beaucoup sur l'administration qui constitue le maillon essentiel de la chaîne. Il a enfin insisté sur la cohésion de l'équipe gouvernementale qui reste la garantie du succès face aux défis. Et après donc ce conseil Sira Bathily des ministres, le nouveau premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s'est adressé aux Maliens. Il a tout d'abord remercié le président de la transition pour sa nomination au poste de chef du gouvernement et ensuite il a invité tous les Maliens à accompagner les autorités de la transition pour l'avènement du Malikoura. Le général de division a par ailleurs évoqué les principaux axes de la feuille de route remise par le président de la transition. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Mes chers compatriotes,
Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le très miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais, en cet instant solennel, remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. Le premier domaine est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion, en particulier pour la réalisation de l'union sacrée et régulièrement prônée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croix ». Fin de citation. Plus qu'une vision, la réalisation du Mali croix ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire, d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Grâce au leadership du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre questions de sécurité et toute autre question, la primauté sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. En outre, le gouvernement prendra plusieurs dispositions pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Je voudrais ici saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition, qui a décidé d'allouer les 2/3 de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance dès sa prestation de serment. J'ai décidé également d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Avant de terminer, je voudrais saluer la résilience des populations maliennes et m'incliner devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, c'était là le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui s'adressait donc à ses compatriotes. L'actualité AES, c'est tout de suite. AES, actualité.
Burkina Faso, le ministère de l'administration territoriale, à travers la Commission nationale des frontières, initie cette rencontre de concertation avec les partenaires techniques et financiers. Il s'agit de ceux qui œuvrent dans les zones frontalières du Burkina. Objectif, harmoniser les actions menées par les différents acteurs dans ces régions stratégiques afin de garantir une meilleure coordination et d'assurer l'efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes. Le compte-rendu de Awa Ouedrago de Radio Burkina. La concertation avec les partenaires techniques et financiers s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour renforcer le développement et la cohésion sociale dans les zones frontalières qui sont souvent confrontées à des défis spécifiques. Au programme donc de cette rencontre, les échanges s'articulent autour des actions menées par les différents acteurs, des priorités des projets ainsi que des propositions pour améliorer la coordination entre les acteurs étatiques et non étatiques. L'objectif est d'harmoniser les actions en vue de maximiser l'impact des interventions et de répondre plus efficacement aux besoins des populations des zones frontalières, explique la secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières. Pour Salimata Dabal, cette initiative vise une gouvernance collaborative à même de renforcer la résilience des populations frontalières. Au Niger, on procède à des travaux de réhabilitation d'aménagement hydro-agricole à Sanguia dans l'arrondissement communal Niamey 5. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme d'irrigation du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Plus de détails avec Mahamadou Garba. En mission de travail de la région de Maradi, le ministre des Mines, le commissaire-colonel Abarchi Ousmane, s'est rendu à Daïssa, cap émis sur le site orifère de Kwandago dans le cadre de la relance des activités de l'exploitation du site dans la région, conformément à l'arrêté du ministre en charge des mines en date du 20 novembre 2024, annoncé par le gouvernement nigérien pour l'ouverture à l'exploitation de la mine d'or de Kwandago de la commune rurale de Daïssa. Une exploitation qui doit être conduite selon les règles de l'art de cette mission de visite terrain du ministre. Avec 120 agents temporaires et 20 permanents, précisons la présence d'une forte main-d'œuvre locale à toutes les étapes de la chaîne pour la phase de démarrage des travaux. À Garati Dogomarké, village situé à environ 45 km de la commune urbaine de Madaroufa, la délégation ministérielle a visité le site du dit village. À ce niveau, aucune exploitation n'a commencé pour des raisons de délivrance du permis d'une part et d'études approfondies en ce qui concerne la limitation de la présence massive des gisements d'or de l'autre. De retour à Maradi, le ministre s'est entretenu avec les orpailleurs et propriétaires terriens qui n'ont pas manqué d'énumérer leurs préoccupations au commissaire-colonel Abarchi Ousmane qui a pris bonne note. Alors, c'était plutôt la rencontre du ministre des Mines au Niger avec des partenaires. Hors de nos frontières, toujours, des groupes environnementaux du Ghana tirent la sonnette d'alarme concernant la vulnérabilité de la capitale Accra aux inondations. Ces derniers demandent au gouvernement de donner la priorité à la protection contre les inondations et aux mesures préventives. Des années de planification urbaine inadéquates ont contraint des dizaines de milliers de résidents à s'installer dans des zones de faible altitude sujettes aux inondations, bien que les autorités locales aient pris des mesures temporaires telles que le dragage des égouts et la démolition des structures le long des voies d'eau. Ces solutions sont insuffisantes. En Namibie, les électeurs attendent avec impatience les résultats des élections présidentielles et législatives qui se sont tenues ce mercredi. Ce scrutin pourrait être un tournant pour le pays. La vice-présidente candidate du parti au pouvoir, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, est pressentie pour remporter la présidence. À 72 ans, cette figure historique de la lutte pour l'indépendance pourrait devenir la première femme à diriger la Namibie. Cependant, le parti au pouvoir, qui gouverne le pays depuis l'indépendance en 1990,
fait face à une érosion de son électorat. Lors des précédentes élections en 2019, il avait déjà connu un net recul, obtenant 56% des voix contre 86% en 2014. Le Hezbollah a proclamé ce mercredi 27 novembre sa victoire sur Israël quelques heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui met fin à 2 mois de guerre ouverte au Liban entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste. Rappelez-vous que le Hezbollah, allié de l'Iran, avait ouvert un front de soutien au Hamas contre Israël au début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque sans précédent de l'armée palestinienne. Guerre en Ukraine, le président Donald Trump annonce la nomination du général Keith Kellogg comme émissaire pour mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Selon lui, Keith Kellogg, un de ses fidèles compagnons, serait chargé de mettre fin à la guerre. Il est avec moi depuis le début. Ensemble, nous obtiendrons la paix par la force et nous rendrons l'Amérique et le monde sûr. À nouveau, fin de citation. En sport, ce matin, nous allons parler de football et je vous amène en Europe où la Ligue des Champions s'est poursuivie à la faveur de la 5e journée des matchs de groupe sur le continent. Ce sont les préparatifs de la CAN féminine 2025. Les Aigles Dames sont au Maroc pour 2 matchs amicaux et pour la Coupe CAF, Abdelkarim Kaba nous fait savoir que le stade malien de Bamako a bien démarré la phase de poule à domicile en battant 2-0 les Sud-Africains de Stellenbosch. Le point de toute cette actualité sportive, c'est tout de suite. Écoutons ensemble. Le Stade malien de Bamako a parfaitement lancé sa campagne en phase de groupe de la Coupe de la Confédération saison 2024-2025. Opposés aux Sud-Africains de Stellenbosch FC, les Blancs de Bamako se sont imposés 2-0 ce mercredi au stade du 26 mars de Rimadio. Le Stade malien de Bamako a rapidement pris les devants grâce à Hama Mandian, auteur du premier but dès la 15e minute. Ce coup de grâce précoce a permis aux locaux de dicter le rythme face à une équipe de Stellenbosch en manque de repères. Malgré une nette domination territoriale avec 65% de possession, le club sud-africain n'a pas pu concrétiser ses occasions. En fin de rencontre, Daouda Coulibaly a scellé le sort du match en marquant un penalty à la 93e minute. 2-0, résultat final. L'entraîneur de Stellenbosch FC, Steve Robert Barker, est déçu du score qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre selon lui. Il l'a dit au micro de Famour Djourti. Je peux vous dire effectivement que je suis très déçu du résultat parce qu'il ne reflète pas forcément la physionomie du match. Nous avons joué, cette équipe du Stade malien, elle a marqué un but sur la chance, je pense le premier but en tout cas, c'est vraiment sur un coup de chance. Mais il faut dire aussi que nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau, nous n'avons pas pu apporter la solution que nous voulions par rapport à ce match-là et c'est ce qui fait que nous sommes un petit peu déçus. Quant à Mamoudou Kane Mourlé, l'entraîneur du Stade malien de Bamako, il s'est dit satisfait de la victoire de son équipe. On a marqué un but et après il fallait gérer le reste de la première mi-temps. On a beaucoup souffert. Ils ont été très courageux, très sérieux par rapport à tout ce qu'on a fait. Par un comportement individuel, on a pu marquer un deuxième but. Ils ont eu un temps fort très lourd, mais on a pu résister sur leur temps fort. Je pense qu'il y a une compétition africaine, il faut savoir défendre et savoir attaquer. Dans notre rencontre du groupe, la Renaissance Berkane du Maroc s'est imposée par le même score de 2-0 face à Luanda Sul d'Angola. À l'issue donc de la première journée, le Stade malien de Bamako et la Renaissance Berkane partagent la tête du groupe B avec 3 points chacun. Football toujours, cette fois-ci chez les dames, préparatif de la CAN féminine 2025. Les Aigles Dames sont au Maroc pour 2 matchs amicaux. Après le tirage au sort, les Aigles Dames jouent en amical contre le pays hôte, le Maroc. Les Aigles Dames, dirigées par Mohamed Saloum, vont livrer 2 matchs amicaux avec les sélections du Maroc et du Botswana, respectivement samedi 30 novembre prochain contre le Botswana et le 3 décembre prochain contre le Maroc. Toutes les 2 rencontres se jouent au stade Sania Tétouan. La CAN féminine 2025 c'est au Maroc au mois de juillet. Les Aigles sont logés dans le groupe C avec l'Afrique du Sud, le Ghana et la Tanzanie. La Ligue des Champions pour terminer, en Europe, la Ligue des Champions s'est poursuivie à la faveur de la 5e journée des matchs de groupe. Aston Villa et Juventus Turin ont fait match nul, 0 but partout. Bologne a été battu par Lille par le score de 2-1. Celtic Glasgow et Club Brugge ont fait match nul, 1 but partout.
Dynamo Zagreb a été battu à domicile par Dortmund par 0-3. Liverpool l'emporte par 2-0 devant le Real de Madrid. Monaco chute à domicile face à Benfica 2-3. PSV Eindhoven l'emporte 3-2 face à Shakhtar Donetsk. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba pour toute cette précision. Dans notre leçon de sport de ce jeudi, bien vrai que nous n'avons pas de plage digne de ce nom au Mali, je vous y amène pour vous enseigner le beach handball. C'est un sport collectif dérivé du handball en salle mais qui se pratique sur du sable. Le terrain est un rectangle de 27 mètres sur 12 et le but est de dimension identique à celui du handball en salle. Pour en savoir plus, et si on suivait Isaac Chinou qui nous fait découvrir ce sport qui se pratique beaucoup sur les plages brésiliennes. Le handball est un sport collectif qui a aujourd'hui des dérivés, à l'image du beach handball, une discipline qui se pratique aujourd'hui au Mali. À quoi consiste le beach hand? Mohamed Lamine Diarra, entraîneur du beach hand au Mali, nous donne des précisions. Le beach hand est un sport collectif dérivé du handball en salle qui joue sur le sable, d'où son nom, beach qui veut dire plage et handball. Si le beach hand oppose deux équipes tout comme le handball de salle, son terrain a aussi ses particularités. Ça se joue sur un terrain de 27 mètres sur 12 avec 6 mètres de chaque côté. Et les 6 mètres sont disposés de part et d'autre. Et dans les zones de changement, c'est des zones qui se trouvent à l'extrémité des 27 mètres. Des 27 mètres, chaque équipe choisit sa zone de changement pour les rentrées et sorties. Son temps de jeu est particulier. Le temps de jeu est divisé en deux grandes parties. On appelle des sets. Le premier set équivaut à 10 minutes. Après le premier set, il y a 5 minutes pour la mi-temps et le deuxième set pour le deuxième temps. Chaque set constitue un point, quel qu'en soit le nombre de buts. Et maintenant, le deuxième set, si c'est l'autre équipe adverse qui le remporte, là, vous avez un set partout. Du coup, il y aura, pour vous départager, il y aura le shoot-out qui consiste à un élément qui se met au niveau des 6 mètres et donne la balle au gardien de but. Et le gardien court vers l'autre but et le gardien de but fait une relance. Et le joueur réceptionne la balle et fait soit un kinfu, soit il fait un 360 pour marquer. Si c'est les pénaltys pour départager les deux équipes. L'équipe est composée de 4 joueurs, nous précise Mohamed Lamine Diarra. Le nombre de joueurs, c'est 4. À l'attaque, l'équipe devient 4 parce qu'en ce moment, l'équipe en offensif, le gardien sort pour un spécialiste. Et le spécialiste, lui, il va compléter l'équipe à 4. Maintenant, c'est ça trouver que l'autre équipe a 3 joueurs de champ et un gardien. Ainsi, la défense sera faite 4 contre 3 plus le gardien. Après avoir marqué, soit après avoir raté, le spécialiste court pour sortir dans sa zone de changement pour que le gardien puisse rentrer. Comme le handball, le nombre de balles à la main est limité à 3. Les buts jugés spectaculaires. Chronique judiciaire. Le verdict est tombé. 10 ans d'emprisonnement pour Alassane, ancien membre de la police islamique à Tombouctou. Une décision de la Cour pénale internationale, longtemps attendue. Il est condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces crimes ont été commis entre mai 2022 et janvier 2013. En lieu et place donc de la chronique judiciaire, suivons le commentaire de Garibou Pérou là-dessus. Ouvert en juillet 2020, le procès de Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud se termine par une condamnation. Membre d'Ansardine, Al-Hassan écope 10 ans d'emprisonnement. C'est la décision de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Avant la détermination de cette peine, la Chambre avait évalué la gravité des crimes, y compris les impacts sur les victimes. Les juges de la Chambre de première instance ont estimé que cette peine est proportionnée à la gravité des crimes. Il s'agit des crimes de persécution, de torture, de traitement cruel, d'atteinte à la dignité de la personne, de mutilation et de condamnation prononcée
prononcée sans procédure régulière. Conformément à une ordonnance de la Cour du 28 mars 2018 au 20 novembre 2024, la Chambre s'est dit favorable de déduire les temps passés en détention de Al-Hassan de la peine. Par contre, elle a rejeté la demande de la défense visant à déduire les temps supplémentaires de ces derniers en détention au Mali depuis avril 2017. Il faut le rappeler que les personnes comme Al-Hassan reconnues coupables des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale purgent leur peine dans un des États parties du statut de Rome. La condamnation de l'ancien membre d'Ansardine jusqu'ici finale, la Cour choisira certainement un État chargé de l'exécution de cette peine. Mais en attendant, Al-Hassan, qui était hier l'élément clé de la police islamique et auteur des crimes à Tombouctou, restera au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale. Et c'est ce qui met un terme à ce journal réalisé et coordonné par Ousmane Dao, à la mise en onde Aliou Koulibaly, à la mise en ligne Badji Touré, Abdulaziz Koulibaly, votre serviteur Doudou Tembeli vous retrouve dans quelques poignées de minutes pour les avis communiqués. Ça sera juste après la page météo qui vous sera présentée par Mariam Keita. Je vous souhaite donc une excellente journée en compagnie de nos programmes. Merci.